tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. On va forcément revenir sur ce match nul plutôt de l'Olympique de Marseille. À chaque fois on croit qu'on va gagner, mais non, on passe encore tout près de cette victoire. Match nul, un but partout, c'était hier soir au Vélodrome. On parlera de qui? d'Amavi forcément, qui a été sifflé par le public. Et on évoquera Andoni Zubizarreta. L'info du week-end, c'est que Franck McCourt souhaiterait peut-être s'en séparer. On en parlera avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benj. Salut Jean-Charles. Très bien Benj. On en parlera avec Nico qui est avec nous. Salut Ben. Et avec Mourad qui est avec nous. Tout à fait. On a reformé la Dream Team de Football Club de Marseille. Et ouais, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Inquiet. J'étais vraiment inquiet pour Mourad. C'est ça. Je vais vous demander un petit peu de ses nouvelles. Mais bon, il s'est un peu évadé. Il a pris un peu des jours de congé. C'est parce que tu regardes pas assez l'émission. Bon, non, on travaille les jours fériés, donc... Mais Jean-Charles, j'étais avec Andoni. Il est parti en vacances, je suis parti en vacances. Donc tu vas nous donner des infos, c'est bien. Voilà, c'est ça. Du coup, tu vas nous donner des insides dans Voilà, le gros des débat insides. sur Andoni Zubizarreta. Il met trop d'huile au niveau de la tortilla, en fait. Il faut qu'il cuisine plus sainement, parce que moi, j'ai des kilos à perdre. Allez, on parle tout de suite de ce match nul OM Rennes, un but partout, c'est le décrassage. Le décrassage, c'est d'abord l'analyse à froid. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, Jean-Charles? On retient déjà une nouvelle fois qu'on perd 2 points au Vélodrome. Ça, c'est un petit peu dommage. Parce que c'est occasion manquée, on nous dit. Oui, il y a eu des occasions qui ont été loupées. Il y a eu des... Non, mais par rapport à tous ces 3 matchs nuls... Oui, des occasions qui ont été loupées, notamment sur les 3 dernières rencontres, puisque on aurait pu récupérer au moins 6 points de plus, parce qu'on on s'était dit qu'il y avait des matchs assez faciles et abordables pour l'Olympique de Marseille, notamment sur ces rencontres-là, et on s'aperçoit... C'était pas forcément face à Dijon où c'était plus abordable. Oui. C'est limite Montpellier et Rennes où tu te dis que là tu perds 2 fois, 4 fois... Et surtout à Marseille. Eh oui. Alors c'est vrai qu'on concède déjà des occasions contre nous, mais on se crée aussi beaucoup d'occasions qu'on n'arrive pas à marquer. Donc à un moment donné, il va falloir se poser des vraies questions. Pour quelles raisons? Pourquoi le système, on échange assez souvent pour essayer d'aller pilonner un petit peu cette équipe adverse, puisqu'on se rend compte une nouvelle fois qu'on court après un résultat quasiment à toutes les rencontres. Des occasions, à Montpellier, il y en a eu beaucoup, mais sinon... Mais Dijon, ils ont fait un match. Ouais, Dijon, il n'y en a pas eu. Oui, mais ça fait... Bon. Mais en fait, tu t'en crées quand même. Tu as des possibilités. Bon, à Dijon, il y a la tête du petit Perrin, le pied, la frappe, pardon, qui... Bon, il est surpris, c'est son premier match. Il y a quelques rencontres où on pensait franchement que l'Olympique de Marseille allait ramener 3 points et non pas un seul point pour essayer d'accrocher. Parce que chaque fois, on loupe je dirais, cette place d'être deuxième, se rapprocher de Paris Saint-Germain, d'avoir un gros duel qui va arriver dans pas longtemps. Et là, malheureusement, on ne saute pas sur cette occasion pour amener ces 3 points. Allez, qu'est-ce que tu retiens, toi, Nico? Je retiens un OM de visage, quoi. Une première mi-temps infâme, avec un Bounassar horrible, ma vie à la rue comme d'habitude, et une équipe qui a joué à peu près 10 minutes, où on s'est dit, tiens, Morgan Sanson, il est encore dans un bon soir. Morgui. Morgui, il a fait 2 récupérations de balles, 2 projections, et puis c'était fini. Et l'équipe a complètement baissé la tête après l'ouverture du score. Il a fallu que Villas-Boas, à mon avis, les secoue bien comme il faut à la mi-temps, qu'il sorte à ma vie pour rentrer Ardoni, qui n'a pas non plus fait une rentrée incroyable. Il court comme ça, il regarde ses pieds. Tu l'imites bien. C'est quand même décevant. La première mi-temps est vraiment ultra décevante. Moi, on était au stade, quand on est tous sortis à la mi-temps, on était tous blasés, tous les suiveurs de l'OM, la Provence et compagnie, tout le monde était blasé. Seconde mi-temps, ils se sont un peu réveillés, mais c'est insuffisant. Mandanda, il te sauve encore. Tu peux perdre ce match, quoi. Rennes, ils font 3 tirs cadrés, le but et la double occasion de Ounou. C'est quand même assez flippant, je trouve. Mourad? Alors, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment dans le dur parce que Villas-Boas, il essaye de garder la cohérence tactique et du système au niveau du placement, etc. Mais là, dès que tu as 4 absents, donc c'est quand même pas rien, mais tes remplaçants sont pas du tout au niveau des titulaires et t'es vraiment dans le dur parce que t'as trop d'anonymes, t'as trop de mecs qui sont là, qui peuvent dépanner. En fait, c'est une équipe de dépanneurs, c'est pas une équipe conquérante. Et avec une équipe de dépanneurs,
c'est difficile de faire des résultats et c'est ce qu'on voit parce que Bounassar, tu parles pas des jeunes, Germain, non mais des joueurs confirmés qui nous dépannent. Non mais même parce que les jeunes on peut pas leur tirer dessus. Non mais par exemple Valère Germain, je lui tire pas dessus. Moi je le trouve beaucoup plus utile depuis qu'il est replacé sur les côtés. Mais ce que je veux dire c'est que tu as beaucoup trop de joueurs qui sont là pour dépanner. Tu vois, c'est bien déjà qu'ils te dépannent, mais c'est des dépanneurs, mais c'est pas eux qui vont te faire c'est pas eux qui vont te faire la différence. C'est pas Valère Germain qui va te débloquer un match, c'est pas Bounassar Ailier qui va te débloquer un match. C'est pas il peut. Germain c'est peut-être le moins bon exemple. Il est utile à l'équipe. C'est pas lui qui va te marquer d'un coup franc de 20 mètres. C'est pas lui qui va se créer un but tout fait. Par contre, il peut être là pour terminer les actions. Il peut être au bon endroit pour faire la bonne passe. Il peut faire des appels. Il peut faire des choses. C'est un dépanneur. En fait. C'est un dépanneur. Non, il peut être décisif, mais je veux dire, il n'a pas d'influence. Et puis, le plus problématique après, c'est quand tu as des mecs qui sont censés être tes moteurs et qui sont en fait, on en a déjà parlé plein de fois, mais des anonymes aussi. Et bien sûr, c'est Kevin Strootman un peu, il est pas nul, tu vois. Mais voilà, il est quelconque. Et donc voilà, c'est une équipe de dépanneurs et c'est pas une équipe pour aller gagner, c'est pas une équipe pour être conquérant. Et malheureusement, avec ses absents, franchement, c'est difficile de faire mieux. Le fait du match, messieurs, Nico, tiens, le fait du match pour toi, c'est quoi? C'est la double parade de Mandanda parce que même si tu reviens bien en seconde mi-temps, tu ne te mets pas encore à l'abri de te faire tordre sur cette occasion qui est énorme. Et là, on voit que Mandanda, quand même, il s'est vraiment remis en question. J'ai vu que dans tes notes, tu as mis le petit centimètre, il allait chercher. La première, il a sur lui. Mais la seconde, il va la chercher main opposée et en se relevant très vite. Mandanda, il te sauve des points. Et cette saison, il t'en sauve combien 4 points peut-être déjà peut-être même plus. C'est exactement ce dont je parlais dans le dernier Mourad Décrypte, l'envie de se remettre en question et d'aller chercher, parce que donc j'avais utilisé cet entraîneur argentin de volley qui disait gagner c'est aussi essayer d'aller chercher un petit, c'est quand tu fais de l'athlétisme c'est d'aller chercher un centième de seconde de plus, tu sais que tu vas pas avoir la médaille d'or mais cherche à avoir un centième de seconde de moins sur ton temps, tu cherches à sauter 1 centimètre de plus et à l'OM on peut peut-être plus gagner le titre mais par contre si comme Mandanda on essaye de gagner 1 centième au moment de se relever, et ben ça fait la différence. Et à ce moment-là, franchement, on était au stade et vraiment, ça faisait tellement longtemps que Mandanda m'avait pas fait crier de bonheur. Ça faisait vraiment, parce que ça, c'est vraiment un exploit ce qu'il réalise là. Et en revoyant les images, je me suis dit, ah ouais, des fois, tu le vois en direct, tu te dis que c'est impressionnant et tu revois les images, tu te dis c'est moins impressionnant. Mais non, c'est super impressionnant parce qu'il se remet directement en position, il met sa main, il y a un réflexe. Donc, Mandanda, c'est vraiment le fait du match. Je pense que c'est un délire. Mandanda, pour toi, le fait du match, c'est autre chose? Ah, mais non, je reste là-dessus. C'est vrai que. Pas le changement, par exemple le changement à la mi-temps Oui, le changement à la mi-temps, mais maintenant, j'ai presque envie de dire qu'on est habitué à ça. Ouais. Parce que chaque fois, on se fait dominer en première période, et en deuxième mi-temps... Le fait qu'il sorte à ma vie, je pense que c'est ça. Oui, mais bon, je ne pense pas que ce soit ce fait de match-là, qu'en sortant simplement à ma vie, que la physionomie de la deuxième période a changé. C'est symbolique, quand même. Oui, mais symbolique parce que, bon, déjà... il n'est pas du tout apprécié par les supporters marseillais. Ça, en plus, il n'est pas bon. Voilà, donc, mais franchement, moi, je reviens sur le double arrêt parce que si c'était la saison passée, Mandanda ne le fait pas, ça. Il fait le premier. Donc, il a su lui se remettre en question. Il a su se remettre en question dès le mois de juin en travaillant différemment. Et aujourd'hui, c'est le gardien qui te fait gagner des points. Donc, on a besoin d'un gardien comme ça à l'Olympique de Marseille. Mais surtout, on connaissait toutes ses qualités, Steve. C'est un garçon qui est capable de faire ça à toutes les rencontres. Et là, aujourd'hui, il est capable de jaillir comme il ne le faisait pas la saison passée. Donc, voilà, pour moi, c'est... Et après, ça pose des questions aussi, parce que c'est vrai que c'est dur quand même d'être critiqué comme il a été l'an dernier. Mais est-ce que s'il n'est pas critiqué comme il a été l'an dernier, si son orgueil n'est pas touché, est-ce que vraiment il se remet en cause? Donc forcément, tu vois, c'est toujours dur de défendre des insultes. Enfin, de toute manière, je ne défends pas les insultes, mais des critiques très acerbes contre des joueurs. C'est dur de se dire que le mec, il se fait défoncer dans tous les médias, etc. C'est dur mais si c'est mérité et si le mec a de l'orgueil, eh ben ça te donne un retour comme Mandanda. Donc après, on va parler d'un autre joueur qui est un peu dans ce cas-là. Allez, man and merguez of the match. Donc man of the match, vous restez sur Mandanda peut-être ou Non, alors c'est Mandanda le meilleur joueur. Il y a pas,
j'ai fait les notes sur FCM, j'ai mis que c'est Mandanda, c'est lui qui a la meilleure note, mais on va donner un bon point à Lucas Perrin parce qu'il n'a pas été merveilleux. Et franchement, il n'a pas été très bon. Mais il a fait le boulot. Il a fait 2 tacles glissés. Ouais. Sincèrement, il fait 2 vrais défenseurs. Ouais, après, il s'est aussi pris un mais bon, Marie Traoré, ça arrive. C'est la jeunesse, tu apprends. Il suffit d'enregistrer. Voilà, mais il se jette trop, il est imparfait. Mais le bonheur que j'ai de voir un jeune faire le boulot, parce que 80% du temps, il fait le boulot correctement. Après, il a des imperfections. En tout cas. Plutôt que d'avoir un mec qui sert à rien au club, qu'on fait jouer. Arrête avec Sertic, le pauvre. Je l'ai pas visé même personnellement. Ou alors, tu vois, de remettre Strootman derrière ou quoi que ce soit. Là, tu mets un jeune, tu le lances, c'est un bon signe pour les jeunes de ton effectif, c'est un bon signe pour tous les parents de la région qui voient un mec qui est pas un crack jouer des matchs titulaires avec l'Olympique de Marseille. C'est un bon signe à tellement de niveaux et ça me fait tellement plaisir de le voir, même si c'est pas un crack, même s'il fait pas un match exceptionnel, c'est vraiment plaisant de le voir jouer. Franchement, je pense qu'il peut avoir un bel avenir. Parce que c'est pas un sacré client, un Yang. C'est déjà un molosse, c'est déjà un garçon qui ne se laisse pas faire. Et moi, j'ai surtout regardé un petit peu ses duels aériens. Parce que bon, il fallait prendre des ballons de la tête quand même contre Nyang. Et il en a pris pas mal. Et puis quand il a fallu aller au charbon se faire ses tacles glissés, à 2 reprises, il est parti sur le côté, il est vraiment rentré comme un vrai défenseur, et 2 fois il a récupéré le ballon. Donc je pense qu'il a quand même des signaux qui peuvent être très bons pour l'avenir, qui peut donner aussi une certaine confiance à ce joueur, à ce jeune joueur, et surtout à son entraîneur. Je veux dire, ben, c'est vraiment un joueur qui peut... C'est une alternative dans la rotation. Voilà. Après, comme tu dis, Mourad, bon, il prend un petit pont, comme tu as dit, Benj. C'est après à lui d'enregistrer, d'emmagasiner un petit peu tout ça. D'être moins naïf. D'être moins naïf et surtout de grandir par rapport à ça. Et je pense qu'il est assez intelligent, ce jeune garçon, pour vite et ça n'a pas affecté la suite de son match aussi. Exactement, je pense qu'il est resté dans son match. Mentalement, il est solide. Ça aurait pu, tu vois, le déboussoler un peu. Vous vous rappelez que c'est son premier match en tant que titulaire au Vélodrome. Et puis surtout, il est souvent monté aux avant-postes quand il fallait monter sur des coups de pied arrêtés. Il est arrivé à se libérer, en fait. Parce qu'à ce jeune, quand on est jeune comme ça, qu'on fait son premier match au Vélodrome devant 50 000 personnes, de temps en temps, on se dit, oh, je me suis pris un petit pont, peut-être qu'il vaut mieux que je reste à mon poste, pourquoi que je me fasse critiquer ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas. Tu sens qu'il est bien. Voilà, il n'y a pas de responsabilité aussi. Juste pour terminer, je pense qu'il n'a pas le potentiel d'un Camara, par exemple. Camara, tu vois, tu dis, lui, il est très fort, lui, c'est le potentiel, c'est ton potentiel titulaire. Il a le potentiel d'un bon remplaçant. Voilà, c'est ça. Camara, il a le potentiel d'un bon titulaire et Perrin, ça peut être le potentiel d'un bon remplaçant. Et si tu as un Perrin sur le banc sur plusieurs années, qui a toujours l'état d'esprit impeccable, qui fait ses matchs en Ligue 1, etc., pour lui, l'OM, c'est le top et il se donne à fond, et ce sera vraiment positif à voir. Merguez of the match. Merguez of the match. 2 demi-merguez. Il y en a 2. Je sais que c'est sûr. C'est mi-temps. C'est mes 2 amis, Amavi et Sarr. Sur la première mi-temps, mais parce que là, Sarr, il fait une bonne deuxième mi-temps. Est-ce que c'est pas un peu de l'acharnement, ça? Mais je parle de Sarr. Sarr, en première mi-temps, c'est une merguez géante. Une merguez géante. C'est incroyable. Le mec, il ne fait pas un appel. Il fait que des centres pourris. Il regardait ses pieds, il voulait toujours faire le crochet. Mais à mon avis, cette première mi-temps de Sarr, c'est à montrer dans toutes les écoles de foot. Regardez ce qu'il ne faut pas faire quand on joue ailier. Incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que en deuxième mi-temps, il est replacé en latéral et là, il est bien meilleur. Il a même fait un super centre. Sur le corner, déjà, il met un corner. Il met le corner sur la tête de Il a quand même reconnu que c'est pas lui qui devait le tirer. Ah ouais. Heureusement, la trajectoire du ballon. C'est fou comme tu peux être autant mauvais en première mi-temps et correct. D'ailleurs, Sakai est dans le même cas parce qu'on défend toujours Sakai, on adore Sakai, mais il est très mauvais. Très mauvais en première période et très bon en seconde. Attention, le but, on a souvent critiqué les latéraux marseillais, que ce soit Mavi ou que ce soit Sarr, des erreurs défensives. Mais là, c'est quand même Hiroki Sakai qui fait l'erreur sur le but. Donc il faut aussi le reconnaître. Il n'y a pas que lui. Il est quand même en retard sur le ballon. Il est au centre commercial du Prado, là, le nouveau truc qu'ils ont ouvert sur le but. Oui, d'accord. D'ailleurs, c'est but de Sakai. Oui, c'est but de Sakai contre la frappe. C'est donné à Sakai? Je ne sais pas, mais a priori. Normalement, si la frappe est cadrée. Mais a priori, elle n'était pas cadrée. A priori, elle n'est pas cadrée, cette frappe. Donc elle sera peut-être donnée à Sakai. Mais bon, voilà, c'est. Merguez, the match. En première mi-temps, ils sont tous merguez. En première mi-temps, quasiment la totalité de l'effectif marseillais. Mais bon, malheureusement, Mavi,
parce que plus envie de lui tirer dessus. C'est ça le truc. Parce que bon, après, à un moment donné, on a l'impression de s'acharner sur lui. On ne veut pas s'acharner. C'est que lui, il faut qu'il prenne aussi des responsabilités de défenseur. Et de se dire, aujourd'hui, je suis en grosse difficulté, il faut que je cherche la simplicité dans mon jeu, et que je me retrouve. Parce que je pense qu'il a des capacités quand même. On va rentrer dans le détail. Tout à l'heure... Attends, j'ai une petite merguez, moi. Non mais attends, tu l'as déjà donné ta merguez, toi? Non mais j'en ai une petite supplémentaire. Il a fait la merguez partie. C'est bon, ça suffit, ça suffit. Arrêtez, monsieur, arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Mourad. Je sais pas, c'est à ma vie, mais c'est vrai que Strootman aussi, il a été très moyen. Morgui, il est aussi... Morgui 10 minutes. Morgui 10 minutes, ouais. C'est... Ouais, bon... Morgan Sanson? Non, mais... Bon, non. Tu veux pas en donner, c'est ça? C'est ça, il y en a trop. Alors, on passe au petit débat. Fini le décrassage, c'est place au petit débat sur Jordan Amavi. Mais surtout sur la déclaration d'André Villas-Boas à son sujet. C'est tout de suite, c'est le petit débat. Alors messieurs, est-ce que vous avez entendu la déclaration de Villas-Boas au sujet de Jordan Amavi? Tu l'as entendu toi ou pas? Oui. Un petit peu, on te l'a rapporté. Oui. Toi tu l'as entendu, lui l'a vu en direct. Puisque tu étais en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Il a bien joué, mais je te dis, je n'ai pas apprécié les siffles à Amavi. Je ne comprends pas. Parce que quand tu tues un de tes propres joueurs, tu tues l'équipe. Parce qu'à la fin, ça va passer un jour pour un autre joueur. Et après, un autre joueur. Pour moi, ça, c'est intolérable. Je ne suis pas responsable pour les comportements des fans. Le fan représente tout ce qui est l'OM. Et je ne suis pas de l'OM, je suis de FC Porto. Mais je ne siffle pas un joueur de mon équipe. Je peux siffler le collectif. Pas individuellement faire une target objectif d'un joueur. Pour moi, c'est incroyable quand on a l'effectif qu'on a, petit, difficile, avec 4 joueurs blessés, 4 joueurs titulaires. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les fins sont incroyables. Deuxième mi-temps, ils nous poussent en avant. Mais tu tues un joueur comme ça. Je n'ai pas apprécié. Bon. Et oui, ça est une possibilité. Ce que je ne peux avoir, est quand tu as une latérale gauche dans ton équipe, après l'autre est en jaune, que Niels qui n'est pas prêt, et que l'ambiance de Vélodrome, tu tues un joueur. Pour moi, c'est incroyable. C'est pas acceptable. Mais bon, je te dis, je ne représente pas les fans de l'OM et je ne veux pas faire des critiques à l'option des fans. Il dit beaucoup d'informations quand même. Oui. Ne pas critiquer un seul joueur individuellement. Qu'il faut faire critiquer une équipe de 11 joueurs. Qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut pour être au top niveau. Ça fait quand même beaucoup de choses, ça. Ouais. Entre guillemets, il y a un petit peu de protection. Ah, tu trouves? Mais dès le départ... Il protège son joueur. Ce qui est tout à fait logique. Oui. C'est lui le responsable de l'équipe. Il préfère avoir un joueur en confiance qu'un joueur qui rentre sur le terrain quand il touche le ballon. Que ça, est-ce que c'est pas logique en fait de dire non, mais comment tu peux l'entendre, tu vois, plutôt que de s'en prendre, de s'acharner après. Tu peux pas critiquer. Lui, il préférerait que son équipe soit critiquée. Oui. Les 11 joueurs. Ouais. Mais comment tu veux critiquer un garçon? Mais non, mais c'est-à-dire qu'à la mi-temps, un bon cas, voilà, t'as pas fait. Un bon cas, d'accord. Tu vas critiquer Mandanda? Non, mais comme ça, c'est pas ciblé. Pas ce que je veux dire. C'est pas ciblé, mais ça a toujours existé dans le monde du football. Oui, bien sûr. On peut pas du jour au lendemain dire mais tu critiques pas lui, mais tu vas critiquer l'ensemble de l'effectif. Et non, ça veut dire que si toi tu as été bon et que tu as fait une belle prestation, tu te fais critiquer, tu vas pas le comprendre non plus. Le souci, et ça c'est la deuxième partie, c'est que il y a personne pour le remplacer. Donc lui, il fait avec, et si tu le tues, lui, tu fous dans la merde toute l'équipe, en fait. Bon, après, voilà, tous les dirigeants. Lui, il a l'air de... Enfin, je pense qu'il vraiment... Tu vois, il s'est limite chauffé un petit peu, quoi, quand il répondait. Ça l'énerve, les sifflets contre Amavi. Je pense qu'il se dit, bon, voilà, pour protéger son joueur, tout ça... Pourquoi pas, on peut le comprendre et je pense pas que ce soit que de la diplomatie. Je pense qu'il se dit, bon voilà, j'ai pas envie de le voir se faire tuer. Bon, c'est sa position, si c'est sa position, elle est respectable. Et après, le problème, il y a quelqu'un, je pense que c'était Alexandre Jacquin qui lui a dit, est-ce que vous pensez pas que ces sifflets aussi, ça représente un peu la gestion de la direction en règle générale, qui n'a toujours pas donné de remplaçant à Jordan Amavi depuis 3 ans. Et donc vous arrivez, mais voilà, il y a aussi un passif. Et je sais plus ce qu'il a répondu, mais il a pas
pas répondu. Il a encore dit, voilà, moi je veux pas qu'il y ait une persécution. À un moment, je sais plus, c'est à ce moment-là où il part sur la persécution contre Amavi. Mais voilà, quoi, ça l'énerve là-dessus. Et lui, bah oui, il n'est pas responsable de ça. Mais voilà, le problème avec Amavi, c'est qu'il y a un passif qui est beaucoup trop grand, quoi. C'est que c'est sa 3e saison à l'Olympique de Marseille. C'est que depuis, parce que lui aussi, il a dit oui, mais je pense pas que la première saison, quand l'OM va en finale de Ligue Europa, bah, personne ne sifflait Jordan Amavi. Mais il faut se souvenir que déjà à l'époque, il était mauvais. Il a été bon 3 mois à l'OM. Donc c'est sa 3e année, il a été bon 3 mois le mec. Et donc ça fait très très long. Je me souviens du match contre Leipzig, là-bas, à Leipzig, où il dit en sortie, en zone mixte, il dit oui, j'ai conscience, je vais me reprendre. C'était il y a 2 ans. Beaucoup de fois. Le mec, il doit se reprendre tout le temps. Il est tout le temps mauvais et il n'y a aucune alternative. Et forcément, parce que Valère Germain, il a été sifflé aussi de la même manière. Il a été aussi un peu pris pour cible. Peut-être aussi pour des raisons un peu différentes. Le mec, il jouait pas à son poste. Et puis, il y avait des mecs sur YouTube qui le stigmatisaient en permanence, tout ça. Donc, Valère Germain, il est plus sifflé. Hier, il est sorti, il a été applaudi. Pourquoi ? Parce que Valère Germain, à un moment, il est bon. Mais le problème de Jordan Amavi, c'est que c'est dur. C'est comme Mandanda l'an dernier, c'est dur qu'il soit sifflé. Mais il est mauvais. En fait, le problème, c'est que son job, c'est d'être footballeur professionnel et qu'il est mauvais, et qu'il est tout le temps mauvais et qu'il devrait plus jouer dans cette situation. Et c'est ce qu'il dit. Il est coupable, mais la direction est coupable aussi parce que Jordan Amavi ne devrait plus être à l'Olympique de Marseille ou au moins ne devrait plus être titulaire à l'Olympique de Marseille et il serait plus sifflé. Mais il est aujourd'hui, quel est l'intérêt de le siffler, Nico ? Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Non, mais dans l'absolu, en fait, il n'y en a plus aucun. Non, mais ce qui se confronte, c'est la théorie et la pratique. C'est qu'en théorie, oui, ça sert à rien de siffler un joueur en particulier parce que déjà qu'il a la tête sous l'eau, tu veux encore plus le couler. On est tous d'accord. À l'arrière, mais s'il y a un joueur à côté qui peut jouer à sa place, mais le truc c'est concrètement, c'est là où il se protège. Concrètement, il peut pas faire autrement. C'est que à Amavi, il est mauvais depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, les supporters, ils n'en peuvent plus de voir Amavi sur le terrain. Et depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans exactement, la direction n'a pas recruté de mecs à ce poste-là. Donc, soit tu bricoles. On a vu Garcia qui nous a mis du Ocampos, il nous en a fait tellement du Camara, etc. Sakai à gauche qui a encore été le meilleur. Sakai à gauche qui est meilleur qu'Amavi, d'ailleurs. Je pense que c'est la solution la plus logique actuellement. Soit tu bricoles, mais il n'a pas de solution. Et ça, c'est pas un problème du coach, c'est un problème de la direction sportive. On a bien vu que notre ami Andoni Zubizarreta, on en parlera tout à l'heure, voulait prendre un latéral gauche cet été. Ça ne s'est pas fait. Et finalement, il n'y avait pas de plan B, ils n'ont pris personne. C'est quand même incroyable que tu ne puisses pas trouver un latéral gauche. Même moyen, il sera meilleur qu'Amavi qui est mauvais. Amavi, il a la tête sous l'eau. Il dit qu'il veut changer, il essaie de changer, mais il n'y arrive pas. Et c'est ça le problème. Il faut aussi comprendre les supporters. Les supporters, ça fait combien de mois qu'ils voient un joueur mauvais et qui joue tous les matchs ? Voilà, en fait, Amavi, il paye ses prestations catastrophiques, mais il paye aussi la gestion catastrophique par la direction du cas de l'arrière latéral gauche à l'Olympique de Marseille depuis 2 ans. C'est ça. Lui, il paye, il prend tout pour sa gueule parce que c'est lui qui joue, parce que c'est lui qui est mauvais. Et logiquement, il devrait être sur le banc. Parce qu'après, pour lui, moi je me mets aussi un peu à sa place, c'est vrai que rentrer sur le terrain maintenant pour lui, c'est compliqué. Chaque ballon. Valère Germain, Steve Mandanda, quand tu es à l'Olympique de Marseille, c'est dur l'Olympique de Marseille. Ouais. Jean-Charles, il a joué à l'Olympique de Marseille. Et c'est pas dur depuis 2010. C'est dur depuis que ça existe. Et franchement, même l'année dernière, il y a l'encyclopédie de l'OM illustrée là qui est sortie. Dans les années 40-30, tu avais des présidents, on leur jetait des cigarettes dans leur voiture et tout. Ça a toujours été à l'Olympique de Marseille, c'est dur. Il faut être fort. Et le problème, c'est que maintenant, Jordan Amavi, il est nul depuis 2 ans et on n'a pas recruté de remplaçant et il n'arrive pas à sortir la tête. En fait, donc c'est normal. Il lui faut une réaction d'orgueil. Mais est-ce que même avec une réaction d'orgueil, est-ce qu'il est capable d'être meilleur ? Je ne sais pas, je pense pas. Donc il faut le sortir de l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant du cas Amavi ? Est-ce que là c'est le point de non-retour ? Il l'a sorti d'ailleurs à la mi-temps. Oui, il le sort à la mi-temps. Mais il vaut mieux qu'il le sorte à la mi-temps. Il le fait aussi parce que s'il le sort en cours de match, en fait, il le protège. Il le protège parce que c'est vrai que ce que dit Mourad et Nico. Oui, mais il vaut mieux le sortir à la mi-temps que de sortir sous les sifflets bien sûr. Pendant la rencontre. Voilà. Il sait très bien qu'il n'a pas de remplaçant côté gauche, à part bien sûr Sakai. Donc son intérêt à lui, c'est d'essayer de le protéger pour qu'il soit dans des conditions idéales pour essayer de jouer. Parce qu'il n'aura pas d'autre solution. Donc pourquoi tuer son arrière-gauche en sachant que derrière, il n'y a personne qui pourrait le remplacer, à part Sakai, qui n'est pas
arrière-gauche de métier. Ouais, juste pour finir sur Villas-Boas, sur sa sortie, elle est bonne ou pas? Elle est maîtrisée? Elle est logique. Elle est logique. Elle est logique, c'est son job de faire ça. Il doit protéger ses joueurs, Villas-Boas. Souvent sa bonne communication. Là, il a fait ce qu'il devait faire. Non, puis ça a l'air c'est un peu couillu parce qu'il s'adresse aussi aux supporters. Oui, mais c'est sincère surtout, c'est ça qui est important. Et c'est son job en tant que coach de protéger ses joueurs. Après, on peut aussi rigoler. Moi, ce genre de choses, c'est un peu dire on peut pas siffler un joueur, il faut siffler collectivement. C'est comme on peut pas dire Garcia d'émission, il faut dire le coach d'émission. Il faut arrêter. Je comprends que ça l'énerve, mais ça fait partie du truc. C'est normal. La solution, c'est quoi alors, Jean-Charles? C'est Sakai? Dans l'immédiat? Oui. Absolument. Pour moi, c'est Sakai. Et Sarr à droite. C'est la solution qui pourrait être la meilleure pour les matchs à venir. Après, au mois de janvier, on va attendre, on verra ce qui peut se passer ou pas. Mais d'ici encore 2 mois et demi, la solution, c'est Sakai. C'est un double avantage parce que Sarr est bien meilleur latéral qu'Ali. Mais ça veut dire que tu fais jouer Radonjic. Et ouais. Non, mais tout a un prix, les gars. Radonjic ou Raoui. Ou Raoui, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ou Liadji. Ouais, mais bon, on va sortir tous les joueurs là. Ça veut dire qu'il y a quand même des solutions. Des solutions, mais après, c'est beaucoup de jeunes. Et comme l'a dit Jean-Charles dans une précédente émission, c'est dangereux de lancer trop de jeunes en même temps. Raoui, excuse-moi, Raoui, c'est pas un pro confirmé. C'est pas non plus un petit jeune, c'est un pro. C'est son poste. Il a joué, il peut jouer. Ah oui, il peut le faire. Il a une patte gauche qui est remarquable. Est-ce que c'est le poste de Bounassar Non, son poste maintenant c'est latéral droit. Est-ce que c'est le poste de Valère? En fait, c'est du dépannage là. Et oui, du dépannage. Donc, alors autant mettre un mec qui est bon dans le dépannage. Lorsque Payet va revenir, ça va se rééquilibrer avec un Germain sur le côté et du coup sur le côté droit. Quand Payet va arriver et que Thauvin va arriver. Thauvin, c'est. Oui, mais c'est loin, mais c'est rapide aussi. Ça va très vite. Donc après, là, il va y avoir un embouteillage devant. Ouais. Pas un embouteillage. Non mais. C'est un petit embouteillage quand même, parce qu'après il va pas être. Quand je dis embouteillage, ça veut dire que c'est les 3 joueurs, que ce soit Thauvin, Payet et Benedetto, c'est les 3 titulaires en puissance. Ça sera les 3 titulaires, a priori. Oui, mais ça veut dire que les autres. Ça sera des remplaçants. Allez, messieurs, on va s'arrêter là sur le petit débat à ma vie. On va s'arrêter là aussi sur la chaîne Provence Azur TV. Provence Azur TV. Et Azur TV. On dit au revoir. Les 2 chaînes, mais qui sont toutes les 2 sur la chaîne 30 de la TNT. Ouais. Et en plus, pour une fois, j'ai pas été vulgaire, j'ai pas utilisé de mots. Je suis fier de moi. Vacances, ça t'a fait du bien. Ouais. Allez, on se quitte sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, et on poursuit le débat. C'est le gros débat sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, sur le site footballclubdemarseille.fr, sur Andoni Zubizarreta. Va-t-il rester à l'Olympique de Marseille? On en parle tout de suite. Andoni Zubizarreta sur la sellette, messieurs. En tout cas, c'est ce qu'on a appris du journal L'Équipe vendredi soir, c'est ça? Tard dans la soirée. Je sais pas, je sais pas ce week-end. Le journal L'Équipe nous apprend que Franck McCourt souhaiterait se séparer d'Andoni Zubizarreta et que des discussions auraient même débuté pour une rupture de contrat. RMC a démenti selon eux, la direction a démenti le fait que des négociations. Voilà, RMC. Vas-y. C'est RMC qui sont souvent bien renseignés. Que des négociations auraient débuté pour une résiliation. Par contre, ils ont confirmé le fait que la place de Zubizarreta était un peu plus mouvante. Alors, c'est pas RMC, quand je dis c'est pas RMC, c'est RMC en fait rapporte. A posé la question aux dirigeants de l'OM et les dirigeants ont répondu non, pas du tout. Voilà, mais cependant. Ils disent timidement démenti quand même. En gros, Momo a appelé Jacques Henry. Ils ne démentent pas les informations de l'équipe en tout cas. Donc, a priori, ce sont des informations sérieuses. Voilà. Et puis surtout, il confirme le fait qu'en effet, il est contesté en interne et qu'il y a une réflexion sur son cas. Il est contesté aux États-Unis, a priori, parce qu'en interne, c'est pas son dossier. Ce serait donc la garde rapprochée de McCourt directement. Les reproches qui lui sont faits, ce sont notamment son incapacité à vendre durant le mercato, à vendre des joueurs, notamment, et aussi à diminuer donc la masse salariale. Elle était quand même diminuée, mais pas suffisamment, a priori. Il n'y a eu aucune grosse vente cet été. En termes de salaire, si.
Non, mais des grosses ventes en termes d'indemnité de transfert, pas vraiment. Et c'est ça qui lui a été on s'attendait peut-être par exemple à une vente de Sanson, de Strootman, de Thauvin, etc. etc. Alors lui aussi, on a eu un petit peu son cloche, c'était dans un article d'RMC Sport. Lui, il s'est senti surtout mis au placard pendant 2 ans sous l'ère Rudy Garcia et aujourd'hui en première ligne, alors qu'il n'y a plus du tout d'argent. Il n'y a plus d'argent dans le club. Et on lui demande, des trentenaires à gros salaire de faire des miracles alors qu'il n'y a plus d'argent au club. Voilà. Miracle, tu ne fais pas comme ça. Hein. Ah oui. Après, il y a plein d'autres trucs aussi, parce qu'apparemment, aussi pour les grosses ventes, il pensait que c'était plutôt aux agents des joueurs d'aller chercher les offres plutôt qu'à lui, etc. Il y a l'air quand même d'avoir vraiment un nœud de tension sur le dossier des ventes, limite plus que sur les achats, puisque dans les articles, en tout cas, de nos confrères qui sont bien informés, on nous parle surtout des ventes et que ça a beaucoup déplu. Et au niveau comptable, au niveau financier, on peut le comprendre. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Parce que ça fait 3 ans que l'OM est dans des déficits énormes et en effet peut-être qu'on a aussi vendu à Franck Macourt le fait que non mais le marché du foot, tu sais, tu vends 1 ou 2 joueurs, c'est bon, ça passe, et qu'en fait Zubizarreta il sait pas le faire, et puis parce qu'au niveau des achats, je sais pas si la garde rapprochée de Franck Macourt est à même de juger d'un bon mercato ou pas. Franchement, je sais pas si... que Jacques Henriot, il sait pas. Mais par contre au niveau des ventes, c'est facile. Question simple et directe pour vous, est-ce que Andoni Zubizarreta est toujours l'homme de la situation à ce poste de directeur sportif? Jean-Charles. Je pense que oui. Qui en mettrait d'autres? C'est le seul qui comprend au football. C'était un ancien joueur international. Mais attends. Là, on lui demande certaines choses à Zubizarreta, aujourd'hui que l'OM a de grosses difficultés financières, d'essayer de faire partir des joueurs qui ont des salaires énormes, qu'on a payé très cher, avec un âge dans le football assez avancé. Kevin, c'est son garde. C'est quand même pas évident. Payet aussi. C'est quand même pas évident. Greg. Même les Anglais. Certic va vendre Certic aujourd'hui. On lui met tout sur le dos. Il faut quand même rappeler les faits que ces joueurs-là sont mis sur l'ère Garcia, avec l'accord de notre cher président Hérault, qui était d'accord à la signature de tous ces joueurs à des salaires énormes et un transfert énorme. Est-ce qu'il n'était pas ébloui par Rudy Garcia à cette époque-là? Non, mais je ne sais pas. Ébloui pas. Alors pour moi, le responsable, qui prend une part de responsabilité, Zubizarreta, dans la période des arrivées et des départs, je veux bien, parce qu'à un moment donné aussi, c'est son rôle, mais qu'on lui mette tout sur le dos, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les bêtises ont été faites. Personne ne lui met tout sur le dos. Hein. Si, à un moment donné, on demande à les vincer, je pense que Garcia, c'est qu'il y a quand même des problèmes. Je pense que Garcia, il a bouffé sa part. Enfin, il a bien été mis devant. Il a bouffé sa part. Bon, après, il a bouffé sa part dans tous les sens, aussi au niveau financier en partant. Et Hérault, il est aussi bien. Je pense que le plus impliqué, c'est quand même lui. C'est lui qui a la signature. Voilà, mais je veux dire, ils ont tous été mis en avant à un moment ou à un autre. Après, Zubizarreta, il y a un moment, donc avec Garcia, moi je lui reprochais de se faire bouffer par Garcia. Donc après Garcia il part et lui il nous dit oui mais c'est injuste maintenant, maintenant je peux pas faire ce que je veux, etc. Donc le mec quand c'est un argument recevable quand même ça. Non. Si. Bah non. T'as plus d'argent dans les caisses, t'as recruté des mecs et tout le monde devant des gars qui ont des salaires de 600 000 euros. 600 000 même pas les Anglais les veulent. Mais ça y est, ça faisait longtemps. Allez, bon, on a pas de ça. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ce FC excuse, quoi? Le mec, c'est Andoni Zubizarreta qui a été responsable du FC Barcelone, et le mec, il y a toujours des excuses. Alors non, Garcia, il prend trop de place. Ah bah non, maintenant, il n'y a plus d'argent. Ah bah non, comment ça se fait que dans d'autres clubs, ils arrivent à le faire, mais nous, ah bah non, c'est trop dur. Nous, l'Olympique de Marseille, en fait, c'est un monde du football à part. C'est genre, nous, on est un monde du football à part. Non, il y a des questions à se poser. À un moment, il y a des questions à se poser. Il faut, d'accord, il a peut-être des excuses, des situations, des circonstances atténuantes, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà. Sauf que, regardez le truc d'ensemble. Donc, il s'est fait bouffer par Garcia quand il y avait de l'argent.
Est-ce que c'est de la faute de Garcia aussi? C'est bien sûr que c'est sa faute, mais est-ce que Zubizarreta, est-ce qu'un autre directeur sportif n'aurait pas haussé le ton? Est-ce que Luis Campos, dont je suis loin de tresser les louanges, parce que je tresse plutôt les louanges de Marcelo Bielsa, vous pensez qu'il est simple à gérer? Campos, il s'est mis face à lui, ça a fait un truc détestable et dégueulasse, mais sauf que t'as des directeurs sportifs, ils se laissent pas bouffer. Donc, alors qu'il n'a même pas le statut de directeur sportif. Voilà, donc Zubi s'est laissé bouffer par Garcia. Donc je suis désolé, ça c'est lui qui est coupable. Garcia, il est coupable de toutes les mauvaises décisions qui ont été faites au niveau des transferts, mais le fait qu'il se soit laissé bouffer par Garcia, c'est la faute de Zubi. Et maintenant, Zubi, il n'est pas capable de vendre des joueurs, il n'est pas capable de dégraisser. Après, forcément, on a attendu que Garcia s'en aille pour juger de Zubizarreta. Oui. Là, on l'a jugé. Là, le mec, il nous dit « Ouais, mais c'est injuste, je suis fatigué, L'Olympique de Marseille, c'est comme pour les joueurs. C'est difficile, c'est pas le FC Calimero. Donc, à un moment, il faut hausser, il faut bomber le torse et il faut réussir des choses. Et ça, Zubizarreta, il l'a pas fait à l'Olympique de Marseille. Sur le marché des transferts, c'est un fait. Donc, au bout d'un moment, si on s'intéresse... Il n'est pas dégueulasse cet été. Il n'est pas dégueulasse. Est-ce que c'est de son fait? Est-ce que c'est de son fait? En partie. Mis à part Valentin Rongier qui arrive au dernier moment du mercato. C'est Albert Valentin. D'accord, c'est lui. Après, on va pas tout. C'est sa cellule. Voilà. Après, bon, on peut lui mettre. Rongier, c'est lui aussi. Ah oui. Alors juste non, mais parce que j'ai pas. Non, mais c'est sa cellule. La question était simple, était directe, et en fait, t'as pas répondu. C'est quoi parce que tu m'as pas posé cette question, mais parce qu'au tout début où tu l'as posé, est-il encore l'homme de la situation? L'a-t-il jamais été? En fait, tu réponds à une question par une autre question. Parce que moi, Zubizarreta, les fois où je l'ai rencontré, je me suis dit ouais, ce mec-là, il sent le football, etc. Mais après, toutes les informations. Attends, parce qu'il va repartir pendant 2 heures. Que même nous. Oui ou non? Attends, non, parce que je suis obligé de repartir sur. Même les informations que nous on a de notre côté, c'est que le mec il répond pas au téléphone par moment ou que machin, qui travaille tranquillement, tout doucement, et donc. Peut-être que la réflexion de Pape Diouf, qu'il a encore répété chez notre ami Omar Kedadouche, parlons ballon, et que Andoni Zubizarreta peut être un bon directeur sportif pour le Paris Saint-Germain ou pour le FC Barcelone lorsqu'il a un très gros carnet de chèques, mais que pour l'Olympique de Marseille, ça ne convient pas, parce que pour l'Olympique de Marseille, il faut être beaucoup plus actif, beaucoup plus malin dans le recrutement. Peut-être que là-dessus, il a raison. Après, il y a tout l'autre volet, la formation, ça c'est une autre histoire, et peut-être que là, il a fait du bon boulot. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour toi? Putain, il m'a fatigué. Il a parlé pendant 2 heures. Non, moi je pense que c'est peut-être pas l'homme de la situation, mais je le condamnerai pas lui en particulier parce que je suis d'accord. On va en parler après. Je pense que Hérault a beaucoup plus de responsabilités que lui. Et là, j'ai l'impression que ça va encore ressembler à un fusible. La Brune nous a fait ça pendant 5 ans. Et là, allez, Garcia premier fusible. Et là, ça fait Zubizarreta second fusible. Après, moi, Zubizarreta, je vais essayer de faire comme Mourad, une petite mise en perspective un peu moins longue. Je vais essayer. Moins long, c'est dur. Les échos que j'avais eus avant que l'équipe sorte un article avec la même consonance par rapport aux agents français, c'est que les agents argentins m'avaient expliqué que effectivement Zubizarreta, l'un des gros défauts, c'est qu'il prend trop de temps. C'est qu'il contacte, il a des propositions, il commence des trucs, il disparaît, il répond plus au téléphone et ça pose problème. Les agents en avaient marre de ce comportement-là et je pense qu'on peut le voir sur plusieurs dossiers où Zubizarreta, il est trop lent. La prolongation de Camara. En fait, le mec, il laisse traîner le truc pendant 6 mois pour après donner tout ce que Camara demandait. Liadji, c'est pareil, il fait « Oh, on se verra après mes vacances. » Putain, régler le dossier au début de l'été. Là, du coup, le jeune, ça se trouve, il joue pas beaucoup parce qu'il n'a pas encore signé son contrat pro. Donc, je pense que le gros défaut de Zubizarreta, c'est de prendre trop de temps. Et a priori, Garcia, il a pris le pouvoir aussi grâce à ça. Il s'est dit « Ah, c'est bon. Zubizarreta, il est gentil, il n'aime pas les conflits, mais moi je vais foncer, je vais faire tout mon mercato. » Et il a cramé les 200 millions. Et Zubizarreta, s'il se retrouve aujourd'hui dans la merde à ne pas avoir d'argent, c'est aussi de sa faute d'avoir laissé Garcia tout faire. Donc, vous deux, vous seriez pour un départ, si j'ai bien compris, de Zubizarreta? Non, moi, des deux. Parce que si tu dois faire un départ, les deux responsables, c'est Hérault et Zubizarreta. C'est pas que Zubizarreta. Moi, je suis surtout pour qu'on arrête de se trouver des excuses. C'est pas un boulot facile d'être à l'Olympique de Marseille, mais voilà. Pour toi, il arrive à la fin d'un cycle, Zubizarreta, à l'OM ou pas? Il peut continuer ou tu te dis, bon, peut-être qu'il arrive au bout et même pour le club, pour tout le monde, pour lui aussi, s'il en a marre, partir sur autre chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il prenne beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, les 3 joueurs qui sont arrivés, comme ils viennent de citer, Benedetto, Rongier, Alvaro, pour moi, ce sont 3 bonnes recrues. Ouais. Là, il ne s'est pas trompé. Non. Ça ne nous a pas coûté excessivement cher non plus.
même si ça y a eu un rajout pour Rongier, mais ce n'est pas non plus des fortunes par rapport à ce qui s'est passé 2 ou 3 années auparavant. Et les salaires aussi est très élevés. Alors maintenant, c'est à lui aussi, comme a dit Mourad, de pouvoir se mettre en avant et de pouvoir aller chercher un petit peu des joueurs que personne ne connaît à des tarifs bas. Mais sortir un petit peu des joueurs qu'on n'attendait pas. Après, et qui peuvent nous apporter un petit peu plus. Ce qu'on disait aussi. Ah ça, ça, il doit nous le prouver. C'est que c'est surtout parce que là, il aurait dû nous ramener un latéral gauche. Il ne l'a pas ramené, par exemple. Il était sur le petit Miranda, ça n'a pas marché, pas de plan B. Un latéral gauche, c'est quand même pas sorcier de trouver un latéral gauche. En fait, par rapport à ses caractéristiques de travail, Zubizarreta ne semble pas correspondre à ce dont l'Olympique de Marseille a besoin. Aujourd'hui, il faudrait quoi à l'Olympique de Marseille? Si on, comme type de directeur sportif, on ne va pas donner des noms, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation à l'OM où on nous dit depuis 6 mois, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. On ne peut plus dépenser, en tout cas, déjà il faut savoir vendre. Il faut vendre. Oui, mais le problème, c'est là. Et ensuite, avec ce qui nous reste, il faut bricoler. Donc, quel type de directeur sportif il faut? On se rappelle qu'à l'époque, mine de rien, José Anigo aussi, Pape Diouf, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils arrivaient quand même à recruter petit à petit, à constituer une équipe. Donc il faudrait quoi à l'Olympique de Marseille? Il faudrait une vision, il faudrait travailler avec la cellule de recrutement pour de vrai, il faudrait aller plus vite sur les jeunes, il faudrait quelqu'un qui aille plus vite sur les dossiers, il faudrait tout ça, il faudrait quelqu'un qui soit capable de négocier à tous les niveaux, parce que voilà, c'est là aussi où je pense qu'Andoni Zubizarreta ne correspond pas, parce qu'il a joué le VRP de luxe à l'OM, et c'est vrai qu'apparemment il est très bon avec les joueurs, les joueurs l'aiment bien, etc. Quand il va à Turin pour convaincre Patrice Evra, il le convainc, donc pourquoi pas dans le taxi mobile de Zoubi, etc. Donc c'est très bien, sauf qu'après, tu vois, le mec, il a l'air de ne pas avoir bien conscience des aspects juridiques, des aspects financiers du club, des aspects de plein de trucs. Donc il nous faut quelqu'un qui ait une vision plus globale et quelqu'un qui soit capable de moins, comment dire, j'ai plus le mot, tu sais, quand quelqu'un arrive devant le but et qui réfléchit trop... tergiverser, voilà. Merci Tom. Voilà, il faut qu'on ait quelqu'un qui tergiverse moins. Zubizarreta, il tergiverse beaucoup trop sur tout, sur les jeunes, sur le recrutement, sur tout. Il est tout le temps dans l'attente. Et le truc, c'est qu'à un moment, il faut faire des choix. Que je le mets dans l'attente aussi, c'est ça. Moi, je comprends très bien ton discours. Hein. Il est acceptable. Mais moi, je me pose la vraie question, c'est est-ce que quand tu ramènes des joueurs ou des jeunes joueurs que tu dois faire prolonger, Camara, Ake, Liadji, est-ce que quand ces joueurs viennent avec leur agent demander un tarif, une prolongation, et que la direction lui dit mais non, au lieu de donner une bêtise 10 000, on lui donner que 5 000, à un moment donné, tu es bloqué. La direction, Jean-Charles, regarde le dossier Rongier. Oui. Kita, il n'a pas lâché. Héros, il voulait faire le coup. Qui a fait l'erreur, d'après vous? Est-ce que c'est Zoubi ou est-ce que c'est Héros? Non, mais d'accord, mais là, c'est Héros qui le traitait. Parce que Zubizarreta, il mange au resto avec Rongier. L'aspect financier, c'est Héros qui tranche. Oui, mais au final, Héros, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a payé. Non. Héros, il nous a dit depuis le début, je ne veux pas me laisser dicter la loi du marché, mais la loi du marché, elle lui dicte tous les tarifs. Ils ont tout payé plein pot. Et puis, donc tout ce qui a été fait en amont avec Zubizarreta sur le transfert, ça a été bon. Parce que lui, à un moment donné, ça a un peu bloqué avec Kita. Héros, il a dit je donne pas, mais il a donné le lendemain. Donc ça veut dire que Zubizarreta passe pour un imbécile vis-à-vis de. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais moi je me demande est-ce que Zubizarreta aussi, il n'y a pas un manque là-dessus? Parce que je pense que Héros lui définit une enveloppe. Tiens, tel poste, t'attends. Est-ce que c'est pas aussi d'avoir une capacité d'arriver à négocier des tarifs pour rentrer dans ton cadre? Parce que j'ai l'impression que Zubizarreta, genre lui, le joueur, ok, ça va, et après les tarifs, il va pas trop s'avancer là-dessus. Je vais t'expliquer un truc à Marseille. À l'OM, ça s'est tout le temps passé comme ça, de tous les temps. C'est-à-dire qu'un joueur, que l'OM est intéressé par un joueur en France... Il vaut 10, tu paies 15. Voilà. Tu vas le prendre à 10, toi, si, je dis une bêtise... Si Saint-Etienne est intéressé par un joueur français, Saint-Etienne va proposer 10. Si c'est l'OM qui appelle le joueur, ça va passer à 20. Pourquoi? C'est comme ça. Parce que c'est l'Olympique de Marseille, mais ça a toujours existé. Pourquoi Est-ce que toujours existé. Ça. Oui et non. Parce que l'OM a été habitué à donner tant d'argent
à venir dans ce club, dire c'est un club prestigieux, comme à Paris. Paris, c'est pareil aujourd'hui. On va revenir encore à Pape Diouf, machin, mais lui, quand il va chercher des définitif. Quand il va chercher des Drogba, non, mais sur pas forcément... C'est ça qui manque, oui. Après, c'est vrai qu'on en fait trop. Là j'ai l'impression qu'on est en train de... Bon, Pape Diouf a fait aussi des erreurs, etc. Son recrutement, c'était pas tout beau. Il faut pas toujours voir... Mais on n'a jamais perdu d'argent. Mais cependant, regarde, ce que tu racontes là, oui, ça se passe toujours à l'OM. Mais pourquoi? Parce que quand Pape Diouf est viré et qu'on fait venir Lucho l'année d'après, Pape Diouf avait expliqué, oui, on avait commencé les négociations pour Lucho et moi je pouvais l'avoir pour 2 fois moins. Après, t'as des mecs t'as des mecs, peut-être déjà Pape Diouf disait aussi, José Anigo, il faut pas le laisser faire les négociations parce que c'est un affectif et lui au niveau financier il va tout donner. Donc il y avait quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Là, nous, ce quelqu'un d'autre s'appelle Jacques-Henri Hérault, il gère mal le truc. Donc c'est aussi là-dessus où Andoni Zubizarreta, on a besoin de quelqu'un qui sache aussi gérer ça parce que Jacques-Henri Hérault, il gère pas très bien les négociations avec les autres clubs. Parce que donc après, une fois que tu ramènes Dacier, Dacier, il a dit ouais, on vous donne ça. Comme avec Dréossi et Mbia, vous vous souvenez, Mbia vient et on le paye pour 15 millions et Dréossi, après, plus tard, dira... nous, en fait, on avait dit 15 millions, mais c'était le prix de départ, quoi. C'était pour faire baisser le prix. Et puis l'OM arrive et dit, oh, tiens, 15 millions. Ok, donc, ok, ça marche. Donc c'est un peu ça le truc aussi, c'est qui on a. Donc maintenant, il nous faut quelqu'un qui aille plus rapide, qui ne tergiverse pas, et quelqu'un qui comprenne aussi les réalités du marché et même avec les jeunes, parce qu'avec les jeunes aussi, c'est ne pas comprendre la réalité du marché, de laisser traîner le machin 6 mois comme ça. Ou alors tu le fais signer rapidement, ou alors tu le fais pas signer. Mais tu vas vite, tu peux pas perdre ton temps comme ça et comme tu le fais parce que après tu te mets dans une situation désastreuse et ça on le fait depuis leur arrivée, on l'a fait avec Roca, on le fait maintenant avec Liadji, avec Camara. C'est ça, il faut quelqu'un qui comprenne mieux la réalité du marché dans lequel se trouve l'OM. Alors si Zubizarreta quitte l'Olympique de Marseille, on aura deux des 3 membres du trio infernal d'origine du projet d'une finale de Ligue Europa, monsieur. Sans compter du projet Macron. Est-ce que ce serait logique de continuer avec Non mais attends, sans compter les 2 DG qui sont partis aussi, qui font partie de cette direction. Donc il y a quand même un souci à la tête. Parce que là tu me parles de ça, mais il y a quand même un vrai souci. Et la personne elle est toujours là, et c'est jamais lui qui bouge, c'est jamais lui qui prend. Tout à l'heure, c'est les fusibles. Mais à un moment donné, la vraie question elle est où alors? Est-ce que c'est toujours ceux qui sont juste en dessous de la présidence, qui se font taper dessus et qui se font virer en disant mais c'est de leur faute. Mais ça dure quelques années. Mais ça fait quand même 4 ou 5 personnes qui vont partir. Et le vrai fusible, il est où? Le disjoncteur. Selon les informations de l'équipe, Hérault ne serait pas du tout inquiété. Alors c'est très probablement parce que son rôle est ailleurs que dans le domaine du sportif, il y joue quand même un certain rôle. C'est lui quand même qui mène certaines négociations. Alors, qui c'est qui signe? S'il ne part pas, peut-être qu'il faudra aussi revoir ce mode tout le mode de gérance, de gestion. Mais il y a un truc compliqué avec Hérault. Il y avait l'agent de Rongier qui expliquait ça. Il disait quand il y avait les négociations avec Kita, bon déjà il y avait les deux, ils se détestent et ils avaient du mal à se comprendre, c'est pas les mêmes mondes. Mais aussi il disait le problème c'est que d'un côté Kita, lui, s'il dit oui, il dit oui, s'il dit non, il dit non. Mais par contre Hérault, lui, il doit demander à main courte. Au-dessus d'un certain montant, c'est pas lui qui va prendre la décision. Donc c'est ça aussi. Au niveau du process et du temps de décision, même Hérault, lui, il est soumis à la direction aux États-Unis. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est problématique sur des transferts qui doivent aller vite. On sait très bien qu'un transfert, des fois, il faut que ça aille très vite. Et là, l'OM, c'est pas comme ça. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, les transferts sont au second plan. Le business de l'Olympique de Marseille, c'est même plus le foot aujourd'hui. Ben oui. C'est même plus le foot. Oui, mais tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas avoir à la tête d'un club une personne qui fonctionne pour faire du business et une autre pour faire du sportif. Donc, si tu penses le sportif au deuxième plan, tu auras tout le temps des problèmes. Tout le temps. Et tes résultats, et ça sera autre chose. Ou alors, il te faut quelqu'un de fort qui gère le sportif. Oui. Ce que n'est pas Zubizarreta, malheureusement. Malgré les années qu'on a passées. Parce que nous aussi, on le défendait. Parce qu'on disait... une personne qui va gérer l'intégralité du sportif. Mais est-ce qu'on va laisser gérer de manière forte, plus un directeur général, financier et gérer aussi. À un moment donné, quand il va se confronter à Hérault, cette personne au Campos, qui était lui au frontal avec Bielsa. Mais si c'est un gars comme ça qu'on a à Marseille, qui va front contre front avec Hérault,
le premier à partir, ça sera Campos. Ça ne sera pas Hérault. Ouais. On va tout le temps garder la personne qui est en haut, en donner les mauvaises ondes à celui-là. Ça ne dure pas d'état aeternam s'il n'y a pas de résultat. Pour ça fait 4 personnes. Hein. Ah, mais bon. Eh non, mais à un moment donné, c'est les résultats qui vont primer. On disait ça au début, mais... Donc ce que tu dis, au-delà de Zoubi, c'est tout le fonctionnement de cette OM qu'il faut revoir. Tout le fonctionnement. Absolument. Parce que si on est pour ne pas virer Hérault, eh ben, il faut lui donner un autre poste peut-être. Ouais. Si vraiment il est important dans d'autres sphères, ce que je pense aussi, malheureusement, des sphères qui n'ont rien à voir avec le sportif, ben voilà, tu le mets directeur administratif ou quelque chose, mais il faut changer le fonctionnement de cette Olympique de Marseille. Et puis voilà, parce qu'il y a certaines choses... Est-ce que tu ressens une âme dans cette équipe? Ça vient d'en haut, l'âme. Je ne ressens pas d'âme. Même si Villas-Boas a mené quelque chose de plus. Je ne pense pas que ça vient d'en haut. Je pense que si ton club il est bien structuré, que tu as un bon entraîneur, que tu as des bons joueurs, parce que tes bons joueurs, ils ont été ramenés par le bon directeur sportif, le président, machin, etc. Et ben tu l'auras cette âme. Et tu l'as un peu l'âme sur le terrain. Après, c'est le club, c'est le club où c'est le fonctionnement qui pose problème. Allez, Nico, pour conclure. D'ailleurs, il faut quand même préciser que Zubizarreta, c'est lui qui a ramené Villas-Boas. Ça, c'est quand même son acte important. À partir du moment où il a eu les manettes, il a choisi le coach et a priori, il ne s'est pas trompé. C'est quand même un bon coach. Et dernière chose, tu disais quel profil il faudrait prendre. Est-ce qu'il faut encore un directeur sportif entre guillemets prestigieux, parce que oui, il arrive avec le prestige du FC Barcelone, ou un directeur sportif peut-être un peu moins coté, qui connaît très bien les marchés européens et qui va savoir travailler sur des plus petits joueurs moins connus et faire des bonnes affaires, comme on peut voir dans des plus petits clubs, Angers, Reims. Rudy Voleur. Tu rappelais que Andoni Zubizarreta était à l'origine de la venue de Villas-Boas. Lui-même l'a expliqué très clairement qu'il était venu pour travailler avec Andoni Zubizarreta. Ça peut aussi poser problème à ce niveau-là si jamais ils peuvent recruter un directeur sportif Zubizarreta se fait évincer. Non, Mourad, vous craignez pas aussi que Villas-Boas, ça peut être aussi la goutte d'eau. Non, j'ai pas un joueur, j'ai rien, j'ai plus d'argent. Regarde Vira. Et en plus, la personne pour laquelle je suis venu, on le vire. Les deux se barrent, le directeur sportif et le président. Et après, ils reviennent et finalement, ils se remettent d'accord. Je pense que s'il y a quelqu'un de compétent qui arrive à la place de Zubizarreta, Villas-Boas, il continuera son boulot. Allez, merci Mourad, on s'arrête là. Merci Nico, merci Jean-Charles. Prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi, jeudi 17h30. Et pour patienter, on aura un débat en plus mercredi. Et ça sera un vrai faux. Voilà, un vrai faux qu'on va tourner quand? Qu'on va le tourner tout de suite. Allez, ciao, ciao. Quoi ?